Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette 4e édition du Forum de l'innovation Investance Partners. Alors, comme vous venez d'entendre il y a quelques instants, certaines directions générales ont opté pour une stratégie offensive dans l'application et l'utilisation de la data. Mais qu'en est-il pour l'intelligence artificielle? Comment devons-nous adapter et intégrer l'intelligence artificielle dans notre business, dans notre organisation? Et surtout, sur quelle forme? Une des étapes fondamentales dans la création d'une intelligence artificielle est la maîtrise du langage. Cette technique ou cette technologie visant à donner aux machines le moyen de comprendre nos interactions est connue sous le nom de Natural Language Processing, ou NLP, en acronyme. En français, c'est le traitement du langage naturel. Cette technologie va permettre donc à ces machines de comprendre nos interactions, nos discours, nos conversations, en langage humain et donc, de nos interactions. Alors, j'ai envie de vous poser une petite question. Savez-vous quand est-ce qu'a été créé le premier chatbot ou agent conversationnel de l'histoire? Il a été créé en 1964 par un informaticien du nom de Joseph Weizenbaum qui en fait a programmé un ordinateur capable de simuler une pseudo-conversation entre un patient et un psychothérapeute. Alors l'objectif était tout simple, le patient émettait une phrase envers son psychothérapeute, elle était reformulée sous forme de question par le robot ou l'ordinateur. Vous me direz, rien d'extraordinaire comparé à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, mais pour l'époque c'était une véritable prouesse technologique. Alors depuis cette époque et depuis ces dernières années, nous assistons et nous sommes tous acteurs de cette révolution digitale que le monde est en train de vivre. Savez-vous d'ailleurs que près de 54% de la population mondiale a accès à Internet et que 44% est inscrite sur un réseau social? C'est fascinant, non? Si on fait un petit focus un peu plus sur notre pays, sur la France, sur notre marché, pour vous donner un petit peu plus l'ampleur de ce que nous sommes en train de vivre, 71% des Français possèdent un smartphone, 80% un PC ou un ordinateur et un peu plus de 40% une tablette. Alors pourquoi vous donner tous ces chiffres? Pour vous montrer un petit peu la force et la puissance de ce marché économique et technologique qui nous entoure et que nous vivons actuellement, puisque je vous le rappelle, nous sommes quasiment tous connectés et nous avons accès à l'information en temps réel à un coût dérisoire, voire nul. Et je vous parlais il y a quelques instants du traitement du langage naturel. Et donc dans cette technologie, il y a une sous-technologie qui, elle, est dédiée à la compréhension du langage naturel, donc connue en anglais sous Natural Language Understanding, ou sous l'acronyme NLU. Et si l'on s'intéresse un petit peu plus près à l'histoire de cette technologie, en fait, pour nous, le grand public, très clairement, la NLU s'est vraiment fait connaître avec l'avènement du fameux assistant digital d'Apple, Siri, que vous connaissez tous, que vous avez tous au moins plus ou moins utilisé. Alors vous me direz, depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Cortana sur les systèmes d'exploitation et très récemment Alexa sur les enceintes connectées. Mais si l'on s'intéresse un peu plus à l'histoire, en fait, les premières approches scientifiques ont été menées au début des années 60 par un linguiste du nom de Noam Chomsky qui s'est intéressé à sa forme linguistique, à savoir comment coder de la grammaire et des bases de données lexicales. Puis plus tard, dans les années 80, les premières approches statistiques ont vu le jour, et là, les scientifiques se sont dit on va pouvoir représenter des textes en input numérique, à savoir par une modélisation mathématique, comment représenter des textes sous forme de vecteurs. Alors, vous me direz effectivement que depuis aujourd'hui, les évolutions technologiques sont quand même assez fortes et ont quand même pas mal évolué. Et on a une explosion donc d'offres ou de nouveaux assistants vocaux digitaux sur tout support, qu'ils soient sur vos smartphones, sur les systèmes d'exploitation, sur les tablettes ou encore sur les enceintes intelligentes ou enceintes connectées. Alors pour comprendre un petit peu comment fonctionne, on pourrait très bien s'amuser à poser une question farfelue à Siri, qui nous donnerait une réponse farfelue, je vous l'accorde, mais si on reste un peu plus concret et qu'on lui pose une question toute simple, comme par exemple combien font 10 plus 10, il vous répondra assurément 20. Mais qu'est-ce qui se passe d'un point de vue technologique lorsqu'on pose cette question à l'assistant digital? Il y a dans un premier temps une phase qui est donc dédiée à la perception. C'est là où rentre en jeu la NLU. Donc Siri va intégrer les mots que vous venez de lui prononcer, donc combien font 10 plus 10. Et suivi ensuite d'une phase d'analyse, où là, il va y avoir une analyse plutôt syntaxique avec un phénomène de tokenisation, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment dans la conférence avec l'AMF sur la cryptographie, mais qui va capturer et qui va prendre chaque mot de la phrase que vous avez prononcée et les qualifier. Donc combien est un adverbe, font un verbe, 10 un chiffre et plus un caractère spécial. Et donc du coup, il va y avoir une troisième phase qui va être la phase de clarification, où on va assister à une analyse sémantique, où là, Siri va se dire, bah, tiens, c'est bien 10 plus 10 sur quoi je dois m'intéresser. Et il y a une dernière phase qui est donc la phase dite d'intégration ou d'exécution du processus, et Siri vous donnera 20. Alors pourquoi vous parler un petit peu de tout ça?
Parce qu'aujourd'hui, cette technologie s'apprête, et en tout cas commence à révolutionner le monde de la banque, finance et assurance. Si bien que si on se penche un petit peu sur cette technologie et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on est tout simplement en mesure de pouvoir proposer de nouvelles offres de services à nos clients. Et si on regarde ce qui se passe un petit peu sur le marché actuellement, vous avez pu constater qu'il est maintenant désormais possible de consulter ses comptes et d'effectuer des opérations sur le site Boursorama avec l'aide de l'assistant vocal Google. Ou bien encore de pouvoir payer des achats en ligne avec la technologie Talk2Pay développée par la Banque Postale. Mais finalement, la vraie question qu'on devrait peut-être se poser sur cette technologie qu'est la NLU et sur son application, c'est de savoir si on opte peut-être pour une approche linguistique, une approche statistique ou une combinaison des deux. Alors je vous propose tout de suite d'en débattre avec nos invités et nos intervenants, et dans l'intervalle de répondre à une question qui vous est posée donc, en ligne, et on en débattra juste à la fin de cette table ronde, en flashant ce QR code qui est juste ici, à savoir est-ce que vous êtes prêt à initialiser un projet de NLA, de NLU ou d'IA dans vos organisations. Alors, Christelle, bonjour. Donc vous êtes responsable de la stratégie au sein de la SI, côté Société Générale Banque de Détail. À vos côtés, Jean-Philippe Desbioles. Donc vous êtes VP côté Cognitive Transformation chez IBM Watson. Et à vos côtés, Thomas Solignac, qui est le cofondateur et le CEO d'entreprise Golem. Mais avant de commencer cette table ronde, Christelle, c'est vers vous que je me retourne et j'ai une petite question à vous poser. Vous avez publié très récemment un article sur « Aujourd'hui, en 2022, les assistants intelligents sont partout ». Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision de l'intelligence artificielle et de ces assistants intelligents? Merci. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux questions en une. La première question, c'est qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle aujourd'hui et où sont les enjeux, en fait. Donc j'ai essayé de partager avec vous quelques travaux qu'on a réalisés dans le cadre du cercle intelligence artificielle du CIGREF qui repose quelques définitions pour comprendre effectivement où sont les enjeux à venir, et ensuite je ferai le lien avec les assistants virtuels. Donc là, une définition assez simple de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'IA, c'est une tentative de réplication des capacités cognitives humaines en vue d'atteindre des objectifs et en tenant compte des contraintes ou des obstacles éventuels. Alors, la question, c'est de savoir où on en est dans la réplication de ces capacités cognitives. Et donc, une façon de se les représenter, c'est un peu de les disposer un peu comme une pyramide de Maslow, où chaque niveau cognitif, finalement, va s'alimenter du précédent, et en commençant à la base par les données, ensuite l'information, la connaissance, l'intelligence et la conscience. Alors, les données, l'information, vous connaissez tous, hein, les données, c'est les 0 et les 1, c'est une représentation conventionnelle de quelque chose. L'information, ce sont des données signifiantes, et c'est ce qui nous permet de modéliser des processus. Et donc l'ensemble, ça forme à la fois les bases de données, les systèmes d'information, et tout ça, c'est la quasi-majorité de notre système informatique aujourd'hui. Le niveau juste au-dessus, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la capacité à corréler des informations, à les mémoriser et ensuite à les utiliser pour prédire en extrapolant les connaissances qu'on a déjà acquises. C'est ce qu'on appelle la capacité finalement à apprendre. Alors, c'est tout le monde des systèmes dits prédictifs. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur tout ce qu'on appelle machine learning, big data analytics, et donc c'est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui et que sur lequel tout le monde est en train de travailler. Le niveau d'au-dessus, c'est l'intelligence. Et je pense que c'est là où finalement va être l'enjeu pour les entreprises. C'est comment passer de ces systèmes de connaissances à ces systèmes intelligents. Alors, pourquoi j'ai ça? C'est parce que quand on prend une définition un peu usuelle de l'intelligence, c'est la capacité finalement à prospecter, c'est-à-dire à explorer des hypothèses, à les évaluer, hein, enfin, c'est essayer de découvrir son environnement, et puis ensuite à abstraire des concepts, à les relier les uns avec les autres. Donc c'est plus la capacité à apprendre, là c'est la capacité à comprendre. Et on sait très bien que quand on est capable de comprendre, on est capable de s'adapter. Et donc là on va parler plutôt de systèmes adaptatifs. Et donc c'est plutôt des... Alors, il suffit de penser par exemple à la Google Car. Hein. C'est un système qui est capable de s'adapter à son environnement, de changer son comportement, d'avoir des objectifs, etc. Et donc là on va parler plutôt de technologies qui sont autour des systèmes multi-agents, donc qui sont capables d'explorer. Et puis aussi on va parler de deep learning qui est capable d'abstraire. Alors, pourquoi c'est important pour des entreprises de passer du niveau connaissance au niveau intelligence? Alors, si je reprends une définition peut-être encore plus simple de l'intelligence, où je dis c'est la capacité à prospecter. Et c'est tout simplement la capacité à se poser des bonnes questions. Et des questions, elles sont bonnes du point de vue de quelqu'un, du point de vue de quelque chose. En fait, être intelligent, c'est
essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses intérêts, ses émotions, de son propre point de vue, dans son propre système de valeurs. On dit souvent c'est faire pivoter la relation, en fait c'est entrer en relation empathique avec l'autre. Et donc avec la notion d'intelligence, il y a la notion d'empathie. Et donc quand on parle d'assistants, c'est assez intéressant d'un point de vue relationnel avec nos clients d'être capable de construire des assistants intelligents, empathiques. Parce que ce qui va être important pour le futur, ça va être à la fois de mixer des assistants virtuels et des conseillers humains. Et si on est capable de développer des interactions empathiques avec nos clients en s'appuyant sur les deux, je pense qu'on aura réussi quelque chose d'intéressant. Alors, le dernier niveau, c'est la conscience, je vais en parler très très rapidement. C'est l'intelligence de soi, c'est la capacité à penser, c'est la faculté de penser, donc la capacité à ressentir des émotions, la capacité à subjectiver, donc c'est à la fois se définir comme une entité différente des autres et aussi être capable d'agir et de se voir agir, en fait. Donc c'est à la fois sujet et objet. Donc là, c'est tous les systèmes, ça ouvre le champ à un système totalement autonome, hein, bien évidemment, et avec le risque associé qui est de perdre le contrôle. Donc ça, on va parler plutôt de points de singularité, on va parler de conscience artificielle, on va parler d'intelligence artificielle généralisée, d'intelligence artificielle forte. Donc ça, c'est un peu plus loin, on va dire, même si certains laboratoires aujourd'hui commencent à travailler là-dessus, d'où les alertes, on va dire, dans le monde entier des différentes personnalités. Donc après, si on revient sur l'article, effectivement, que j'ai publié sur LinkedIn, donc l'enjeu, c'est de se dire, finalement, quelle est la révolution pour nous, en tant qu'entreprise, quand arrive l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour moi, je pense que ça va être une révolution des interactions, à la fois avec nos clients, avec nos collaborateurs, mais aussi plus globalement avec l'ensemble de nos parties prenantes. Il suffit par exemple de regarder, tu le mentionnais, hein, c'est l'arrivée la compétition qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les géants du web et les startups autour des assistants virtuels personnels. Leur capacité, c'est de l'imposer et de nous en rendre en fait un petit peu dépendants. On imagine bien que demain, tous ces assistants vont nous représenter dans la plupart des interactions avec notre environnement, et donc y compris la banque. Et donc la question pour nous, ça va être de se dire comment faire demain pour rester sélectionnés par nos clients et surtout par leurs assistants comme des interlocuteurs de confiance et de valeur. Et donc ça va nous imposer plusieurs choses. Un, il va falloir qu'on soit connecté à ces assistants, parce que si on n'est pas derrière Google Home, on n'existe juste pas, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas référencé, on n'est pas accessible. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir pouvoir apporter plus de valeur. C'est-à-dire qu'on va être obligé de changer un petit peu de posture. C'est-à-dire qu'une approche push product, où on essaye d'extrapoler les connaissances qu'on a déjà acquises sur le client pour prédire le prochain produit à acheter ou à pousser, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir passer à une approche beaucoup plus centrée sur le client, une approche pool client, de façon à explorer tout ce qui pourrait faire de la valeur pour le client. Et là, on va refaire le lien avec l'empathie, parce que finalement, c'est simplement, une approche pool client, c'est une approche empathique. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que si on est capable de monter la cognition et de passer des systèmes de connaissances intelligents, et donc d'être capable d'explorer, de se représenter le client, on va pouvoir faire des assistants empathiques, et c'est ce qui nous permettra d'apporter plus de valeur. Ok, parfait, très intéressant. Et du coup, en fait, sur notre secteur d'activité, et je m'adresse à vous, Jean-Philippe, et à Thomas, quelle est votre vision un petit peu de la révolution qu'on peut apporter au secteur de la banque, mais aussi au secteur de l'assurance, et peut-être un peu plus de l'intelligence artificielle au global? Donc, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Christelle, je pense c'est un point de vue, après on partage ou pas, mais je pense qu'en fait, effectivement, nous sommes face à une vraie révolution. C'est le mot que Christelle a évoqué, je pense qu'elle l'évoque à juste raison. Donc, ne pensez pas que c'est conjoncturel, que ça va passer, parce qu'en fait, en l'occurrence, on va tous y passer, sans mauvais jeu de mots, et la banque est de plein fouet touchée, puisque la banque est par essence, par définition, le monde de l'intangible, du service, donc juste la cible privilégiée, si je puis dire, du sujet de l'IA. Premier point. Deuxième point, ce qui est intéressant, c'est que le thème du jour, c'est NLU, mais n'oublions pas collectivement que c'est juste un petit pan de l'ensemble du périmètre même de l'IA, qui, alors après, on peut partager différentes visions de comment le scoper, mais le landscape de l'IA, ça va du langage, ça passe par la voix, ça passe par la reconnaissance visuelle, ça passe par l'empathie que tu as beaucoup évoqué à juste raison, Christelle, ça passe par la gestion des connaissances, ça passe par le raisonnement, et c'est en fait ces 6 grands domaines sont constitutifs du domaine de l'IA. Et c'est pour ça que je pense beaucoup que le domaine de l'IA
n'est pas le bon terme. Je ne suis pas un homme qui va passer 4 heures à parler de sémantique, mais fondamentalement, l'IA, intelligence artificielle, on ferait mieux de parler d'IA, intelligence augmentée. Déjà, on commence à basculer dans une dimension plus intéressante, mais surtout, on devrait parler de sciences cognitives. Et là, on va se rejoindre on a une discussion super intéressante sur la partie philosophie et comment la philosophie, le linguiste impacte le domaine de l'IA. C'est en fait le vrai sujet qui est sous-jacent. Et souvent, en France, depuis que je suis rentré, j'étais aux États-Unis avant, on n'arrête pas de parler de data scientist, d'algorithmie, de scientifiques. On ferait mieux de parler de sciences cognitives au sens large. Et je crois qu'on a été rarement face à une révolution qui suppose une pluridisciplinarité des compétences pour faire en sorte d'exploiter le sujet dont on parle. Moi, dans mes équipes, j'ai des linguistes, j'ai des philosophes, j'ai des profs, j'ai des scientifiques, oui, mais pas que, j'ai des gens du business, mais pas que, et je pense que cette vision, il faut à tout prix s'ouvrir sur être pluridisciplinaire, parce qu'autrement, on va s'enfourner dans une dimension qui, de mon point de vue, n'est pas forcément la bonne. En tout cas, ça sera clairement l'application d'un tout petit domaine du sujet qui est face à nous. L'autre point que je vais vous évoquer, je vous la fais courte, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a une classification qui s'appelle la Generic Purpose Technology. Et en fait, cette classification des technologies, il y a un critère, c'est qu'en fait, pour être dedans, il faut être répertorié comme étant un truc qui va tout changer. Pour vous donner un ordre d'idée, dans cette thématique, dans cette classification, avait été répertorié historiquement la vapeur, la machine à vapeur, l'électricité, l'Internet, et comme par hasard, l'IA a été classifiée dans cette famille-là. Donc tout le monde convient du fait qu'on est face à quelque chose qui va juste changer tout ce qui nous entoure. Bon, une fois que j'ai dit ça, pour en venir à nos petits, si je puis dire, à la banque et la partie dite NLU, donc la partie dans le langage, il y a la partie compréhension du langage, la partie génération du langage, il y a la partie procession du langage. Et si on commençait à zoomer sur chacun de ces sujets, croyez-moi, on est à des degrés de maturité qui sont très différents. En temps, on a fait beaucoup de progrès sur la partie compréhension du langage, qui est le sujet du jour. En temps, on est encore très loin, de mon point de vue, sur la notion de génération du langage, qui est en fait une complexité extrême. Ce qu'on est en train de faire en ce moment même, là, ensemble, peut paraître très simple, mais en fait, la machinerie qu'il y a derrière, je ne parle pas la mienne, hein, de la collectivement, c'est que c'est vraiment très complexe, en fait, de générer du langage de la volée comme ça, de manière... ça suppose un tas de choses, en fait. Donc, voilà pour cela. Ensuite, concernant la banque, il y a 3 grands domaines d'application qui sont touchés de plein fouet aujourd'hui. Il y a, si je synthétise, il y a le domaine de l'expérience client, donc tout ce qui touche à l'interaction homme-machine, qu'elle soit faite au niveau des clients finaux, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs et des collaboratrices des grandes banques. Donc ça, alors là, c'est impact total. Donc si le digital vous plaît, si la refonte des applications mobiles vous plaît, vous allez vous éclater, il y en a pour 15 ans, on va tout refondre. Donc les sites internet, les applications mobiles, tout va y passer, puisque fondamentalement, elles sont quand même hyper transactionnelles. Vas-y que je touche, si je peux dire, le bouton. Bon, on va passer à des interfaces qui sont complètement à base de dialogue, de conversation, d'empathie, hyper-personnalisation. Donc là, on a un chantier de dingue devant nous, assez passionnant de mon point de vue. Deuxième thème qui va être touché de plein fouet, c'est comment est-ce que j'arrive à assister des hommes et des femmes dans les agences, par exemple. Et là, il y a un chantier qui est colossal. Je pense qu'on a enfin quelque chose entre les mains qui va remettre, je le crois, les hommes et les femmes au cœur de la relation client. Tout le monde on le dit, on fait tout le contraire depuis 15 ans, à bloc. Donc là, les banquiers pour lesquels je travaille ont pris conscience de cela. Ils ont pris conscience qu'il faut remettre les hommes et les femmes au milieu et vraiment au centre de la relation client. Et je pense que l'IA, pas que l'IA, mais l'IA peut être un moyen de les remettre à leur place. Et vraiment qu'ils aient un rôle, qu'ils retrouvent une valeur ajoutée dans une relation qui finalement est très difficile avec leurs clients finaux, pour un tas de raisons. Et le troisième sujet, c'est la partie processus intelligent. Et donc là, le domaine du risque et de la conformité, sur lequel on travaille énormément en ce moment, y compris en France, je parle que d'exemples très concrets, qui est pleinement touché par l'IA, puisqu'on travaille pour beaucoup de clients dans ce domaine très précis, pour aider des gens à s'assurer que ce qu'ils font est bien conforme avec ce à quoi ils doivent se conformer. Croyez-moi, vu la complexité des textes réglementaires, ne serait-ce que le fait d'être sûr que je suis en train de me conformer avec ce à quoi je suis censé me conformer, c'est déjà un vrai challenge. Donc voilà un petit peu de manière très très macroscopique mon input à ce stade de la discussion. Merci beaucoup Jean-Philippe. Peut-être une réaction, Thomas ? Oui, alors donc moi je suis entrepreneur donc dans le secteur effectivement du NLU. Donc mon métier c'est quoi? C'est de produire et vendre une technologie qui permet d'accélérer dans les entreprises la mise en place de ces solutions qui vont permettre donc d'apporter de l'intelligence ou de l'accélération, de l'automatisation sur tous ces sujets où le langage humain en fait est cœur. Donc évidemment la question de la banque elle est super intéressante, elle est largement prioritaire dans notre stratégie. Il y a une raison très simple, c'est tout simplement aujourd'hui le texte, tout ce qui est le langage humain, c'est le cœur de la relation client, c'est aussi le cœur de la collaboration dans les entreprises. En fait, on n'y échappe pas. On est aujourd'hui dans une phase d'accélération de l'IA de manière générale. Et le langage humain, c'est peut-être un des plus gros sujets sur lequel on est.
C'est un gros sujet, pourquoi? Tout simplement parce que c'est notre matière de travail, c'est le support de l'information, c'est le support de l'intelligence, c'est aussi plus largement le reflet de notre esprit. C'est pour ça que le sujet du langage est compliqué dans l'IA, ça fait partie dans des sujets qu'on catégorise comme des AI hard problems, c'est-à-dire les problèmes vraiment difficiles. Pour autant, c'est un sujet plein d'opportunités et on arrive de plus en plus à faire des choses qui sont extraordinaires là-dessus. Et puisque c'est un des domaines sur lequel on avait le plus de mal à automatiser jusque-là, c'est aussi un des domaines sur lequel on obtient le plus de résultats, puisqu'on franchit d'un seul coup un pas qui est énorme. Moi, je travaille principalement sur 3 genres de solutions que je fournis aux entreprises qui aujourd'hui changent la donne très rapidement et qui rejoignent les activités dont on parle aujourd'hui. Il y a effectivement tout ce qui est interface conversationnelle, qui est finalement l'idée de dire aujourd'hui, il y a de l'information dans les entreprises, elle est trop éparpillée, elle est parfois complexe, et il faut proposer des moyens d'y accéder qui soient plus simples, qui soient plus naturels. Il y a un coût de la formation, qui est un coût du fait d'apprendre à utiliser les outils. Il y a aussi un coût qui est inhérent aux outils dans le fait de les utiliser. Ça prend du temps, il faut envoyer un mail pour accéder aux informations, il faut parfois accéder à des choses qui sont un peu anciennes. Aujourd'hui, on est en capacité de dire, on a une seule interface, qui est une interface par le langage, qui permet d'accéder à l'ensemble des possibilités d'une entreprise, toutes les choses sur lesquelles elle a capitalisé en termes d'outils, en termes de connaissances, en termes de données. Il y a un deuxième aspect que je traite beaucoup, c'est tout ce qui est relatif à la relation client. Aujourd'hui, la relation client, il y a beaucoup d'aspects qui sont répétitifs. C'est normal, aujourd'hui, tout simplement, les opérateurs, les agents font un travail qui est presque machinal sur beaucoup d'aspects. Et quand un travail est machinal, c'est très bien, c'est sujet à l'automatisation au plus haut degré. Donc on va pouvoir rediriger un petit peu le cœur des activités vers des choses qui sont éminemment, à minima, plus humaines, effectivement. Donc on parle par exemple d'être capable d'automatiser tout ce qui est relatif aux emails entrants, qui sont souvent massifs dans les entreprises, mais aussi plus largement d'assister les opérateurs téléphoniques pour qu'ils puissent être plus efficaces, plus rapidement, qu'ils puissent avoir des informations directement, qu'il n'y ait pas de temps d'attente et qu'ils puissent répondre avec un taux de satisfaction plus élevé sans avoir à rappeler, des choses comme ça. Et il y a une troisième chose sur laquelle je travaille beaucoup, qui est l'aspect documentaire. Parce qu'il y a la discussion entre les humains, mais il y a aussi tout simplement le fait d'avoir des documents qui spécifient. Alors il y a des éléments de validation, il y a des éléments documentaires, il y a plus largement des documents d'information, tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être relatif à des éléments de loi, des éléments internes, etc. Et tous ces éléments-là, on va être capable à un moment donné d'extraire de la donnée, les analyser, dire ce qu'il y a dedans, ou y accéder plus rapidement. Donc comme vous le voyez, tous les aspects du langage humain dans les entreprises, on va être capable de l'aborder, d'y apporter de la valeur, de l'accès supplémentaire de manière ultra rapide. Donc ça va évidemment changer la donne puisque c'est une partie de l'entreprise qui est considérable. Pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça, par rapport à l'IA, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, pour aborder le sujet de manière un peu plus générale, c'est intéressant de remarquer qu'on sort de très nombreuses années de process. C'est-à-dire que plutôt que de parler du travail, parce qu'en ce moment on se dit mais on est dans un moment où qu'est-ce qui va devenir du travail? Comme dans tous les moments de révolution, on est de révolution économique, on est dans un moment où on se dit mais qu'est-ce qui va devenir du travail? Mais on a passé des dizaines d'années à essayer de processiser le travail. Et processiser le travail, en fait, ça fait qu'on fait l'inverse du travail, on exécute des tâches telles que le ferait une machine. Et on aurait voulu apporter le travail sur un plateau en or à l'IA, on n'aurait pas fait mieux. Donc, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, quelque part, on peut dire, oui, il va y avoir un changement du travail, mais ce qui est en fait plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on le revalorise. En fait, on interagit bien sûr avec des problèmes complexes, des problèmes sur lesquels il y a du décisionnel fort, sur lesquels on va assister, mais aussi on est sur de l'automatisation à des endroits où c'était pénible, peu intéressant, répétitif et hautement processisé. Donc il y a cet aspect-là du fait qu'on a processisé pendant des années qui fait qu'aujourd'hui on arrive avec des solutions d'IA qui réellement vont impacter très fortement les entreprises. Dernier point, pour brosser le sujet de manière un peu large, de l'intérieur, puisque moi je passe mon temps à aller voir des entreprises et à voir ce qu'on peut faire ensemble sur ces sujets-là, je constate qu'il y a une accélération dans les consciences, dans les entreprises de manière générale, du côté de l'IA, avec le sentiment d'urgence qu'il faut aller sur ces solutions, sur ces nouveautés, réfléchir à ce qu'on peut faire et essayer d'y aller maintenant. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a une vision qui est parfois pessimiste en France. On dit oui mais on est trop lent, oui mais les industries, etc. En fait, de l'intérieur, c'est pas si vrai que ça. Aujourd'hui, les entreprises se transforment. Moi, je suis tous les jours surpris par la capacité aujourd'hui des grandes entreprises à dire on va avancer plus vite, on va trouver un moyen nouveau de collaborer avec des entreprises petites qui font de l'IA ou tout simplement d'être capable d'innover plus fortement, plus rapidement. Donc il y a réellement une marche des entreprises pour l'IA
qu'il faut valoriser. Il faut dire qu'il y a vraiment des acteurs aujourd'hui qui vont dans ce sens-là. Il faut les mettre en avant, il faut pousser le fait que c'est possible. On n'est pas juste en train de déstabiliser des structures qui ont un fonctionnement un peu trop classique. C'est pas vrai, on est en train au contraire de les soutenir dans une transformation qui avance déjà. Et il faut qu'elle avance avec eux et pas malgré eux. Alors, merci beaucoup Thomas. Christelle, on vient d'entendre Thomas et Jean-Philippe nous donner quand même pas mal de cas d'usage actuellement que l'on peut appliquer. On a beaucoup de nos clients qui aujourd'hui lancent des projets d'innovation sur tout type de technologie. Ça a pas mal commencé avec la robotique. Et ensuite, il y a eu des projets qui ont été faits autour de la NLU et de la NLG, d'autres autour d'assistants digitaux. Quel cas concret d'usage voyez-vous vous dans la banque actuellement et quel enjeu voyez-vous associé à son déploiement ou à son implémentation? Alors, donc nous, on a aussi plusieurs cas d'usage qui s'organisent un peu comme l'expliquait Jean-Philippe. On a 3 grandes familles. On a à la fois l'analyse prédictive. Ensuite, on a tout ce qui touche à l'automatisation ou à la digitalisation des processus. Et ensuite, on a tout ce qui concerne les interactions clients ou l'augmentation des conseillers. Donc sur la partie analyse prédictive, je vais vous donner un exemple. Vous savez tous, on est assez sensible à tout ce qui est relatif à la fraude et notamment à la protection des données de nos clients. Ça, c'est quelque chose, c'est une préoccupation quotidienne dans la banque, bien évidemment. Et donc on a testé le machine learning, et on l'utilise en production pour détecter en avance de phase les fraudes potentielles autour du virement, par exemple pour les entreprises, des virements pour les entreprises. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse, comme dans toute solution classique de machine learning, c'est qu'on analyse tous les virements réalisés par les clients afin d'en déterminer un profil. Et donc on va prendre en compte différentes natures de variables. Ça peut être des variables techniques, comme par exemple quelle est l'adresse IP de la machine utilisée. Ça peut être d'autres variables comme, je ne sais pas moi, la destination, les pays destinataires de ces virements, les montants, etc. Ou même la façon de naviguer dans les applications. Et puis ensuite, ça nous permet de sortir donc des profils et des modèles et de pouvoir se dire, maintenant qu'un nouveau virement arrive, est-ce qu'il rentre dans le profil habituel du client? Et dans ce cas-là, a priori, tout va bien. Ou est-ce qu'il en sort de façon assez forte? Et dans ce cas-là, il y a peut-être une alerte à soulever pour pouvoir vérifier si ce n'est pas un paiement frauduleux, un virement frauduleux. Et donc dans ces cas-là, on envoie une alerte à nos conseillers qui vont vérifier et contacter le trésorier de l'entreprise, par exemple, pour vérifier que c'est bien un virement émis par l'entreprise. Alors évidemment, avec l'instant payment, tout ça, ça va s'automatiser bien plus, puisqu'en moins de 10 secondes, il faut pouvoir valider ces virements. Et donc, dès qu'un virement va sortir du profil habituel, l'idée, ça va être de pouvoir les stopper si on considère que le risque de fraude est trop élevé. Donc ça, c'est un exemple très concret d'utilisation du machine learning et de l'analyse prédictive. Alors un autre exemple, par exemple, sur la partie automatisation des processus. Donc comme beaucoup, on permet à nos clients de pouvoir déposer des pièces pour constituer des dossiers. Donc on utilise des technologies comme la DRAD qui permettent d'apprendre à reconnaître les différentes pièces du client. Donc pour un passeport, une carte d'identité, c'est assez facile. Quand on arrive à des pièces comme des justificatifs de domicile et des choses comme ça, là c'est un peu plus compliqué. Mais ces technologies nous permettent assez rapidement, après apprentissage, de pouvoir comprendre en fait ce qu'il y a dans ces documents et de pouvoir les analyser automatiquement. C'est aussi, par exemple, par rapport à l'expérience client, c'est la capacité à utiliser la reconnaissance vocale, par exemple, pour pouvoir identifier les clients quand ils appellent un call center. Donc leur voix est en fait un peu leur mot de passe, si vous voulez. Et puis, c'est aussi dans certains processus, et notamment on a livré dans la partie ouverture de compte, la possibilité pour le client, après avoir déposé ses pièces, comme une pièce d'identité, etc., de prendre un selfie et de pouvoir vérifier automatiquement si c'est la même personne. Et ça nous permet d'accélérer en fait, le processus d'ouverture de compte, parce que ça permet de faire des contrôles un petit peu plus avancés et plus rapidement. Après, pour ce qui concerne les chatbots, donc on a commencé comme beaucoup avec ce qu'on appelle les frequent asked questions, de façon à permettre en fait à nos clients un peu plus d'autonomie et ne pas être obligés d'appeler un conseiller pour répondre à des questions tout à fait usuelles. Et donc on a commencé à construire des bases de connaissances derrière ces chatbots pour pouvoir répondre. Et ensuite, on est passé sur des choses un petit peu plus évoluées, avec par exemple, on a déployé pour pour les clients de la Banque de détail Société Générale un chatbot qui s'appelle
grâce au bot qui leur permet de pouvoir facilement faire des requêtes sur les opérations qu'ils ont pu réaliser sur leur compte. Et donc, par exemple, on peut demander combien d'opérations j'ai réalisées chez Amazon dans les 3 derniers mois. Et ça, en langage naturel, de façon assez simple et souple, qui permet de faciliter finalement l'expérience client par rapport à l'application. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé dans un environnement un peu de test, donc dans une appli qu'on appelle l'appli Lab, et qu'on va mettre en œuvre en fait pour tous les clients à partir de l'année prochaine. Mais ce qui est important, c'est dans ces expériences, c'est surtout d'apprendre et de comprendre comment ça marche et comment l'interaction en fait va changer autour de ça. Et puis après, on travaille aussi sur des assistants augmentés pour nos conseillers, bien évidemment, puisqu'il ne faut pas juste travailler pour le client. Je pense que c'est aussi important de réduire comme tu l'expliquais, de réduire les tâches manuelles de nos clients, de nos conseillers, pardon, de façon à ce qu'ils aient plus de temps pour la relation commerciale. Et donc, c'est aussi sur ces aspects-là qu'on travaille. Donc il y a un véritable gain en fait, d'efficience opérationnelle derrière ces enjeux de chatbot et de linguistique. Oui. Alors du coup, pour revenir un petit peu sur cette approche linguistique, sur cette thématique, Thomas, vous avez adopté chez Golem.ai une approche linguistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ce choix et nous expliquer si aujourd'hui la NLU est une technologie qui est mature ? C'est vachement difficile de répondre aujourd'hui à ce qu'une technologie est mature ou pas. Il y a des KPI qui sont de nature différente. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui en IA, effectivement, il y a plusieurs domaines. Le NLU est spécifiquement le domaine qui essaie de ramener des éléments de langage à des éléments réels. Par exemple, quand quelqu'un va demander à résilier un contrat par mail ou à changer son RIB ou demander un prix, on va essayer de repérer les éléments dans l'email de la demande, mais également de les faire correspondre à des éléments en base de données, dans le back-office, essayer de comprendre quel est le numéro de contrat, les informations, etc. Ça, c'est le secteur du NLU. Dans ce secteur-là, il y a plusieurs sous-aspects qu'on a étudiés aujourd'hui. Il y a des aspects qui sont plus difficiles que d'autres parce qu'ils sont plus ou moins soumis à de l'ambiguïté, plus ou moins proches de quelque chose qui serait formaté. Par exemple, sur des textes de loi, tout à la fois, on a une complexité logique inhérente au domaine légal et tout à la fois, on a quelque chose qui n'est pas très loin du formaté. Là où, par exemple, si on essaie d'analyser des gens qui discutent sur Twitter, on va beaucoup plus avoir d'implicite, de passif-agressif, des choses comme ça. Donc on a vraiment des résultats qui sont de nature très différente en fonction des domaines. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans la plupart des secteurs et la plupart des use cases que demandent les entreprises, on peut arriver à des taux de satisfaction qui sont très élevés. En tout cas, suffisamment pour avoir une satisfaction client qui soit remarquable. Donc oui, on est dans un domaine qui est globalement mûr, avec des possibilités d'évolution, notamment sectorielles, qui sont très importantes. Chez Golem.ai, on a une particularité qui est notre ADN et qui est assez unique sur le marché, qui est de dire aujourd'hui, quand on propose des technologies de NLU, on a une approche linguistique. Donc ça, finalement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une approche technologique. Nos clients ne le voient pas nécessairement au premier abord, c'est pas évident, puisque c'est l'intérieur, c'est sous le capot. Ça veut dire concrètement que quand on fournit une technologie au client, quand on lui met en place un produit clé en main, en fait, l'IA a déjà appris le langage humain par ailleurs. Tout ce qu'on fait, c'est configurer les données qui sont spécifiques métiers. Et en fait, votre vocabulaire, les types de contrats, les éléments, etc. En fait, ce qu'elle ne peut pas deviner. L'intérêt de cette approche-là, c'est de dire, aujourd'hui, l'IA, quand elle analyse le langage français, quel que soit le domaine, il y a un cœur commun. Et en fait, on a travaillé à se dire, est-ce qu'on peut proposer aux entreprises une approche qui aille un peu plus vite, qui soit un peu plus fiable que ce qu'on voit habituellement pour leur permettre de gagner du temps et gagner en transparence, gagner en fiabilité, gagner en fait tout simplement aussi en confiance dans l'IA. Et en fait, ça nous permet aussi de proposer une catégorie d'algorithmes qui est dite tout simplement transparente, explicable, donc qui soit aussi également auditable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de dire que le code a un fonctionnement déterministe, explicite. En somme, c'est une question de confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise? Aujourd'hui, on est capable de leur fournir quelque chose qui se configure assez rapidement. Je crois qu'on aura l'occasion d'en faire d'ailleurs une petite démo tout à l'heure pour exemplifier un peu tout ça. Ça veut dire aussi qu'on est en possibilité d'amener rapidement des taux assez élevés de fiabilité. Dernier point, qui est super important dans l'IA, qu'on oublie souvent, c'est l'agilité. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu un buzzword où on lui fait dire tout et son contraire. On peut dire la souplesse, si on préfère, comme ça, on n'y passe pas tout et rien dedans. Il s'agit en fait tout simplement de déployer des projets qui soient moins monolithiques et qui soient
plus adapté à la complexité et à l'évolutivité des métiers auxquels on s'adresse. Et ça, aujourd'hui, le fait d'avoir des algorithmes qui soient 100% explicites, ça leur donne une modularité. Ça veut dire qu'on peut les spécialiser par métier, on peut désactiver ou réactiver des choses, on peut réutiliser des éléments qui proviennent d'autres profils, on peut avoir des catalogues d'éléments à disposition qui se spécialisent. Et tout ça, ça donne une force de frappe qui est très importante. Voilà. Et ça, c'est fondamentalement lié à notre ADN qui est linguistique, qui pour autant peut se mixer avec d'autres approches, bien sûr. On peut par exemple se faire nourrir en amont de machine learning, on peut nourrir nous-mêmes du machine learning, l'interconnexion est possible dans tous les sens. C'est notre cœur fondamentalement qui a cet ADN explicite linguistique. Alors justement, comme vous le disiez juste à l'instant, effectivement, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo d'un cas d'usage que vous avez fait, donc d'un cas que vous avez appliqué chez un asset manager de la place, et ensuite vous nous décrivez un petit peu cette approche linguistique. Je crois qu'on a un petit souci en régie. Alors si on peut nous lancer la vidéo. Alors je vais me faire un petit plaisir comme vous le disiez Thierry Ardisson. Serge Magneto. Hi there! Hello, how can I help you today? Tell me, how many female customers do we have in France? The total number of women clients in France is 8,572,000. What is the cost-income ratio for Turkey? The cost-income ratio for Turkey is 0.62. Can you show me my top 10 clients between 20 and 30 years old, sorted by their annual revenue? Here's your top 10 clients. What is the total number of management contracts signed by married customers? The total number of management contracts with married clients is 27,600. And what are the most common professions of my clients? Here's the graph. Okay, thank you! Have a nice day. Donc alors comme vous venez de le voir, il y a des interactions donc, entre une personne et le moteur de Golem. Thomas, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche de l'asset manager envers la mise en place de ce type de solution? Il faut visualiser qu'on est en collaboration avec une entreprise qui a une dizaine de bases de données différentes, donc des données clients. Ce que vous voyez ici, c'est effectivement des données qui sont chargées de ces bases de données-là. Jusque-là, l'accès était difficile, tout simplement parce que c'est des informations qui sont éparpillées, d'une part, d'autre part parce qu'il y a des questions de droit d'accès, etc. Et tout simplement qu'il y a des personnes physiques qui sont responsables de donner et de compiler ces données-là. On a fourni ce qu'on appelle un assistant conversationnel, comme vous le voyez, et qui permet en fait d'accéder à toutes ces informations-là de manière compilée et également de manière graphique. Donc on peut poser des questions sur tous ces ensembles-là et accéder à ces informations sous différents formats. Qu'est-ce qui est important par rapport à Golem.ai sur ce genre de technologie-là? On avait, avec l'ensemble de ces bases de données, on a commencé sur un premier lot de fonctionnalités qui comporte 4200 typologies de questions. Alors c'est là que Golem.ai, on intervient de manière un peu originale, c'est le cœur de notre sujet, c'est que 4200 typologies de questions, c'est très long à entraîner, et c'est typiquement le genre de sujet qui nous intéresse, parce qu'on est sur des assistants qu'on pourrait nommer complexes. Donc on peut toujours y arriver avec des outils classiques d'entraînement, mais ça va mettre un temps très important et ça va être pénible à faire évoluer. Donc on est typiquement dans le cas monolithique que j'essaie d'éviter, en tout cas on travaille à avoir des alternatives. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de multiplier la complexité de ces 4200 fonctionnalités, on les a simplifiées parce que le moteur de Golem fonctionne de la sorte. Donc dans Golem.ai, ce qu'on a fait, c'est qu'on a factorisé ces 4200 typologies de questions, on les a ramenées à notre langage interne, qui est en fait notre langage basé sur de la linguistique et des ontologies, et on l'a ramené en fait à 45 possibilités. Et donc ça nous a permis de mettre en place ce moteur-là en 2 mois, avec un taux de fiabilité qui est de 99,2%.
qu'il faut toujours se méfier des benchmarks quand on vous annonce des pourcents, parce que suivant les cas, les méthodes de testing, les périmètres, c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes, mais on a eu un taux de fiabilité qui a été très haut très rapidement. En l'occurrence, on a obtenu 99% sur 600 tests. Ça ne suffit pas à représenter l'ensemble, mais ça donne une petite idée de ce qu'on peut attendre rapidement. Donc là, c'est plutôt à destination du retail pour assister au jour le jour. Et effectivement, on rajoute au fur et à mesure soit des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire tout simplement d'accéder aux données sous un format différent, ou des nouvelles bases de données pour compléter l'assistant au fur et à mesure. Et donc c'est un assistant qui est disponible en anglais et également en turc. Voilà. Et Golem.ai, effectivement, on est capable de fonctionner également sur du français, de l'espagnol, du portugais, de l'italien, de l'allemand, du chinois par exemple. Donc on sait qu'on est sur un projet qui a une vocation à être internationalisé rapidement. Alors effectivement, donc ça c'est intéressant de voir l'échange qu'on peut avoir. Ce qui va peut-être aider notre auditoire à se lancer à répondre oui à la question qu'on a posée en début de séance, c'est finalement quels sont les prérequis pour pouvoir mettre en place Golem et les bénéfices qui sont associés. Les prérequis pour mettre en place Golem.ai, c'est de nous rencontrer principalement. Je pense que donc on est dans le créneau. D'un point de vue métier et technologique. On a bien commencé. Technologiquement, c'est une technologie qui s'installe on-prem, donc ça peut s'installer chez le client sans connexion Internet. Donc comment ça se passe un projet? On commence par, tout simplement, c'est assez classique en définitive, on a une première session de cadrage qui consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à se mettre ensemble d'accord sur les fonctionnalités et les ensembles qu'on va analyser, qu'on va essayer d'exploiter. Donc à ce moment-là, on regarde un petit peu les données métiers à disposition. Donc tout simplement, c'est la liste des contrats disponibles, à quoi ça ressemble un numéro client, des choses comme ça, et on va intégrer ça dans le moteur pour qu'il sache un petit peu quel est votre vocabulaire métier. Dans un second temps, on va tout simplement fournir à Golem.ai toutes les informations nécessaires en termes de données que vous voulez analyser pour qu'il puisse faire ses premiers tests. On va affiner un petit peu le modèle au fur et à mesure. Et à partir de là, on va atteindre des degrés de satisfaction qui sont rapidement assez vite. Et finalement, on va s'intéresser à la mise en production, effectivement, en fournissant, on a différents formats qu'on fournit. On a du format Docker, on peut fournir aussi un exécutable, et on a la capacité effectivement de fonctionner offline, ce qui veut dire qu'une fois qu'on s'installe chez le client, il n'y a rien qui ne sort. Voilà. Donc voilà à peu près les grandes étapes pour fonctionner. D'un point de vue gain de temps, bénéfice opérationnel, est-ce que vous pouvez nous en toucher deux petits mots sur la mise en place de cet assistant chez Asset Manager? Là, on est sur un type de données, donc on a plusieurs clients évidemment avec qui on a des KPI un petit peu différentes, mais en moyenne, sur ce genre d'assistant, dans les entreprises qu'on croise, il faut 2 semaines pour pouvoir accéder aux données compilées de la bonne manière, tout simplement parce que c'est un traitement manuel et que c'est des bases de données éparses avec des natures technologiques différentes. Là, évidemment, on arrive sur un outil qui est immédiat. Voilà. Donc on n'a pas encore pu mesurer tout l'ensemble du gain, mais en termes de temporalité pour les personnes qui l'utilisent tous les jours, c'est sans commune mesure. Parfait, donc une véritable efficacité. Jean-Philippe, dans une approche alors assez similaire, ou en tout cas sur ses finalités, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots de ce que vous faites chez Watson? On sait que publiquement, il y a eu de nombreux projets qui ont été lancés. On sait notamment Orange Bank, plus récemment Generali. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous aussi nous faire un petit retour d'expérience d'un cas que vous avez mis en place chez vos clients, et quels sont les bénéfices qui ont été associés et qu'est-ce que ça a apporté concrètement au quotidien pour les collaborateurs? Bien sûr, avec plaisir. Donc je vais commencer par petites touches et après vous me direz ce qui vous intéresse plus particulièrement pour en zoomer. Mais je vais essayer d'illustrer un peu la teneur de la discussion qu'on a avec mes collègues. Donc sujet numéro 1, la relation client. Donc là je vais citer donc Orange Bank. Orange Bank, donc objet de la structure Orange, des structures Groupama, créer une structure commune, banque digitale, mobile. Et lorsque vous accédez en fait à Jingo à travers l'application mobile, en fait vous accédez en l'occurrence à un moteur d'AI qui en l'occurrence est Watson. Et aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, pour être tangible auprès de vous, on a à peu près plus de 1 million de conversations depuis la création d'Orange Bank. Et sur ces plus de 1 million de conversations, il y a à peu près 50 à 55% full AI. Ça veut dire que 55% des conversations commencent par l'AI et finissent par l'AI. Ce sont des chiffres officiels que j'ai évoqués à l'époque avec André Kwan sur scène il y a à peu près un mois. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre-là, au niveau du parcours client, c'est que fondamentalement, est-ce à dire que 45% c'est parce que l'AI ne comprend pas? Ça n'a rien à voir, puisque c'est 45% sur lesquels, paradoxalement, non, nous ne voulons pas que l'AI réponde. Et donc quelque part, et là ça devient paradoxal, c'est qu'on apprend à l'AI à ne pas répondre à des questions.
Pourquoi ? Parce qu'on veut que sur certains sujets, eh bien, un humain prenne le relais de la relation client et on est bien dans une relation dite digitale, qui est un mot à la mode, donc alliance du digital et du physique. Et donc c'est bien ce parcours client, ce modèle relationnel qu'on travaille et sur lequel l'AI s'inscrit complètement. Et ce qui est de plus en plus intéressant, moi qui viens anciennement du monde de l'analytique et du CRM, c'est qu'on retrouve nos fondamentaux du CRM, on est dans une logique multicanale, on est sur un parcours client et on essaie de gérer au mieux tel type d'activité via certains canaux, via certaines technos et d'autres types de relations via l'humain, et Dieu merci, pour apporter un service et un conseil. Et donc c'est tout ce jeu-là, il faut avoir un peu de délicatesse dans le modèle qu'on est en train de gérer avec nos bons clients, et en l'occurrence avec Orange Bank. Donc voilà, 1 million de conversations, 55% full AI, et ensuite on redirige la conversation sur un chat humain au niveau des plateformes téléphoniques d'Orange Bank. Et lorsque le gars, c'est asexué le gars, homme et femme, se connecte, tu fais très attention, donc, ceci étant dit, donc lorsqu'il accède à son poste de travail, donc il voit l'écran et il voit donc la fiche client. Et en fait, ce qu'il voit, c'est qu'en fait, il voit toute la conversation qui a eu lieu avec Watson, en l'occurrence, pour éviter de faire répéter le client et donc de l'agacer, puisque le client ne comprendrait pas. Il est sur une relation client. Il a commencé avec Jingo, dont acte, et ensuite il bascule sur un être humain. Et sur la partie droite, l'agent ou l'agente prend le contrôle de la relation client pour servir son client. Et ensuite, elle peut le rebasculer sur la partie AI. Donc c'est vraiment tout ce travail qu'on est en train de faire, qui est de la haute couture, si je puis dire, technologique, et surtout métier, qu'on est en train de faire, entre autres avec l'AI. Deuxième exemple, Crédit Mutuel. Donc là, on va basculer sur des use cases un peu différents, puisque là, le focus n'était pas de toucher le client final, le focus était de vraiment aider les collaborateurs, les collaboratrices en agence pour mieux faire leur travail. Ça, c'est la philosophie du groupe Crédit Mutuel, mutualiste, fédéraliste. Donc l'homme et la femme restent au cœur de la relation client. Ça c'est très important, puisque c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Donc là on s'aligne par rapport à ces stratégies, ça a donné lieu à 2 grandes familles de use cases, je fais court. L'email analyzer, donc le Crédit Mutuel reçoit à peu près, enfin c'est pas à peu près, c'est 350 000 emails par jour entrants. Et donc là ce que fait Watson, c'est qu'il reçoit ces 350 000 emails par jour, il les lit, il les comprend, détection d'intention, catégorisation, degré d'urgence de l'email, et ensuite on propose sur le poste de travail de la collaboratrice ou du collaborateur, ces emails catégorisés et avec potentiellement sur les emails une action qui est potentiellement détectée par le système. En aucun cas l'IA ne prend la décision de faire quoi que ce soit, c'est toujours le chef de clientèle qui reste maître de l'action qui va se dérouler. Par contre, parce que comme on a intégré l'IA avec le legacy system du Crédit Mutuel, cette intégration-là, STP, end-to-end, elle est vraiment faite. Donc ça, c'est la puissance de l'IA lorsqu'elle est réellement conçue, designée, exécutée de manière intégrée à un SI. Ça, c'est la puissance de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, vous l'avez tous compris, hein, on se connaît, plein de gens connaissent dans cette salle, l'IA est de plus en plus intégrée au legacy system, parce que c'est une composante aujourd'hui d'un système normalement constitué d'une grande banque ou de grands assureurs. Donc ça, c'est un premier point. Pour illustrer la partie email, et comme tu l'as dit à juste raison, on détecte les intentions. Donc ça veut dire l'intention, c'est simplement ce que demande le client. Hein. L'email, il peut être mono-intention, multi-intention. Donc on détecte, on catégorise et on analyse le degré d'urgence de l'email. Donc en fait, on permet de vous dire à la personne, fais attention, là tu as reçu un mail qui est super urgent, tu devrais le traiter rapidement. Peut-être que d'autres emails sont moins urgents et peuvent peut-être traités différemment. Deuxième famille de use case qui est pas mal aussi, pour moi c'est là que c'est pas mal, c'est qu'en fait c'est la véritable valeur ajoutée de l'IA. C'est comment est-ce que j'aide quelqu'un à mieux faire son métier. Je pense que les chefs de clientèle aujourd'hui sont pris entre 2 pressions terribles, un étau, moi je visualise ça sur un étau. Ils se prennent la pression des clients finaux qui sont devenus super dominants dans la relation client. Donc la relation client, elle est passée d'un rapport dominant-dominé, c'est pas du SM, mais dominant-dominé inversé. Hein. Le client est devenu super dominant dans sa relation et le banquier quelque part subit cette pression, si je puis dire. Et ensuite, il y a une pression interne, plus de résultats, plus de productivité, des produits tous les jours que Dieu fait, on en crée un nouveau. Bon, l'omniscience n'existe pas, aussi brillant soit-on dans cette salle. Personne ne sait tout sur tout, en tout cas, je ne l'ai pas encore rencontré. Donc fondamentalement, l'IA, qu'est-ce que ça va faire? On va mettre l'IA à disposition du chargé de clientèle pour lui redonner le pouvoir et être en capacité de retrouver ce rôle de conseil qu'il a malheureusement, on le croit, un petit peu perdu. En tout cas, il est sous pression. C'est pour ça que je crois beaucoup, moi, au rôle humain de l'IA, lorsque le purpose est là, pour redonner du pouvoir à ces gens-là, pour qu'ils retrouvent le rôle finalement qu'ils n'auraient jamais dû laisser, qui est en fait un rôle de conseil vis-à-vis de leurs clients dans un environnement qui est très complexe, à la fois eu égard aux clients et eu égard à la pression qu'ils se prennent, si je puis dire, par leur propre boîte. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc ça a donné lieu aux agents virtuels dans le domaine de l'épargne, de l'assurance, la santé. Au fur et à mesure, on injecte, passez-moi l'expression, de plus en plus de corpus au sein de Watson pour que Watson apprenne sur ces domaines fonctionnels. Boum, l'assurance. Tu parlais de Generali qui a été rendu public il y a quelques mois. Donc Generali, effectivement, l'assurance évolue vite.
Moi, ce que je trouve passionnant avec le domaine de l'assurance, c'est que, mais c'est un avis personnel, et c'est comme ça que nous on l'a vécu chez IBM Watson, l'assurance est partie peut-être un peu en décalage par rapport à la banque qui est partie assez vite, et par contre l'assurance est en train de mettre le paquet. Je peux dire, c'est pas l'expression un peu familière, il y a une accélération qui est juste énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils le perçoivent d'ores et déjà en mode j'inclus et j'intègre l'IA dans mon plan de transformation de ma boîte. Et donc penser comme ça n'aboutit pas à un POC. C'est pas la machine à POC. Et donc ça aboutit tout de suite à un projet où on va réfléchir AI by design first, et on va commencer à réfléchir sur comment est-ce que l'IA change mon processus d'indemnisation. Comment est-ce que mon client, je sors de la boîte d'ici, ma voiture est embunée malheureusement, je prends une photo de ma carrosserie, j'envoie ça à Watson, il faut autre chose, c'est un système d'IA, le système d'IA analyse la photo, analyse le degré de gravité du dégât, boum boum, me route sur un processus d'indemnisation court ou long, et ça c'est l'IA. Et ça sera de plus en plus le cas sur tous les processus métiers, tout va y passer. Que ce soit le crédit bail, le risque, la conformité, l'indemnisation, enfin tout, la totale. Et ce qu'il faut, c'est faire preuve de créativité métier et technologique pour appréhender les process métiers, appréhender les domaines métiers, avec cette fraîcheur de vue qui consiste quelque part à refondre le domaine en question. Donc Generali, ça a donné lieu donc à Léo, Letizia, parce que c'est le côté italien du client. Et donc Léo, c'est en fait effectivement un agent conversationnel qui est dédié aux agents du groupe Generali. Après, on a fait Letizia, qui est aussi un agent conversationnel lié aux clients, et ainsi de suite. Donc on déploie aussi un programme d'IA. Tout ça a été rendu public. Il y a un tas d'articles là-dessus, donc vous pouvez vous les lire avec plaisir. Et par contre, ce qui est important, c'est que nos clients doivent être indépendants vis-à-vis de l'IA, parce que pour moi, c'est un sujet qui est stratégique. Donc la conséquence de ce que je dis, l'application, c'est qu'en fait, on crée des centres de compétences cognitives chez nos grands clients. Alors, certains sont petits, certains sont très gros. Des fois, il y a eu 8 personnes, 12 personnes, ça monte à 115 chez d'autres grands clients qui sont dédiés à l'IA. On les monte en compétences, on développe les compétences et surtout, ils industrialisent. L'enjeu aujourd'hui, c'est la mise à l'échelle de l'IA. Elle n'est plus dans le fait de savoir si ça marche, on a compris, on l'a fait. Par contre, l'enjeu, c'est l'industrialisation et le scale. How to scale AI, c'est ça qui est important. Et là, ça passe beaucoup par des méthodes de travail, une standardisation, des méthodologies, des plateformes, des assétisations, et tout ça, il y a un savoir-faire qu'on a pu développer avec le temps, qu'on améliore. Il faut être beaucoup humble, parce qu'on a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dans cette ère maintenant d'industrialisation. Et le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est qu'à l'époque, j'ai passé 3 ans de ma vie en Asie, à Singapour, et on a fait un gros projet dans la banque privée, qui était mon domaine de compétences initial assez fort, et je vous la fais courte, hein. On en fait un projet, on délivre le projet, et je demande à la jeune femme qui était à la tête du projet, mais finalement, qu'est-ce qu'on t'a apporté ? En version courte, in fine, qu'est-ce que ce projet d'AI a changé pour toi ? C'est une jeune femme qui avait une très bonne expérience dans ce domaine-là. Et elle m'a dit un truc qui m'a déstabilisé à l'époque, c'était il y a 10 ans, et elle m'a dit, en fait, vous avez délivré quelque chose qui nous met dans notre zone d'inconfort. Putain, je me dis, putain, on a passé 9 mois à faire un truc qui est dans une zone d'inconfort à un client, elle a dépensé une fortune, putain, c'est chapeau, je vais changer de métier, je vais être psychologue ou psychiatre. Mais ceci étant dit, en fait, elle avait tout compris. C'est moi qui n'avais pas compris à l'époque. Et après, j'ai repensé à ce qu'elle dit, cette jeune femme. Et en fait, elle m'avait dit une chose, elle avait tout compris parce que l'enjeu de l'IA, et c'est pour ça qu'il faut que la conduite du changement soit très forte, ce sont des systèmes qui vous mettent par définition dans votre zone d'inconfort. Parce que la notion même de zone de confort pour un système d'IA n'existe pas. Elle sait ce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle ne sait pas. Et elle peut ingérer, à différence de nous, sa capacité d'ingestion, elle est infinie. Et elle est formée par des gens pluridisciplinaires. Donc c'est ça qui est en train de bousculer les codes et potentiellement demain changer beaucoup de choses et transformer les métiers. Donc voilà. Alors justement, on va y revenir, Jean-Philippe, mais je voulais juste revenir sur ce que vous disiez précédemment. Vous parliez un petit peu de réticence dans certains de vos cas clients de la part de certains collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un véritable problème, on peut le dire, hein. On a souvent des questions qui sont liées de la part de nos clients sur comment adopter l'intelligence artificielle ou même d'autres technologies. On a des véritables sujets à travers de la mise en place de nouvelles offres de services, de nouveaux modèles opérationnels. Ça vient de disrupter un petit peu tout ça et on a 2 écoles, soit on va l'évangéliser, soit on va être réfractaire et donc du coup, on va un petit peu refuser ou rejeter l'application de l'IA. Comment abordons-nous ces enjeux de rupture, Christelle et Thomas, sur l'intégration de l'intelligence artificielle ? Merci. Donc, en fait, je pense qu'il y a plusieurs questions en une. C'est déjà les cas d'usage d'aujourd'hui, pour sortir, comme tu dis, de la logique de POC et puis vraiment faire des sujets. Je pense que c'est déjà se rapprocher très fortement des métiers et de porter ensemble des use cases et de dérouler au fur et à mesure pour voir quelles sont les conséquences, quels sont les modèles qui changent, etc., etc.
on voit bien que dans les solutions d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont là pour augmenter finalement le conseiller. Enfin, ce que tu disais, il y a essayer de simplifier en fait les tâches, de les remplacer par la machine et de façon à ce qu'ils aient plus de temps pour faire des choses plus intéressantes. Donc ça, déjà, on peut gagner là-dessus parce que très rapidement, ça leur libère du temps et donc c'est très positif et c'est accepté. Leur donner aussi accès à plus d'informations, la rendre digeste, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ça c'est important aussi et tout ça, c'est des points qu'on peut gagner assez rapidement. Maintenant, le frein, ça va être d'un point de vue technologique, comme le disait Jean-Philippe, il faut avoir des centres de compétences, de l'expertise et de pouvoir industrialiser ces solutions. On ne peut pas juste dire au business, on sait peut-être faire ça, mais derrière, quand il faut mettre en production, on ne sait pas tout à fait faire, on ne maîtrise pas, etc. Donc je pense qu'il faut accompagner ça, effectivement, de centres d'expertise solides et solutions prêtes à délivrer. Et puis aussi, il faut garder aussi cette capacité un peu de regarder un peu plus loin. Parce que je pense qu'il faut... il y a les solutions d'aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais comme je disais tout à l'heure, il va falloir penser aussi aux étapes d'après. Et donc ça, c'est d'autres challenges. C'est à la fois être capable d'expérimenter les étapes d'après, parce que là, on parle vraiment d'expérimentation. Enfin, moi, quand je vous parle d'assistant empathique et d'interaction empathique entre assistants, il va falloir commencer à se mettre en place une capacité d'expérimenter ça, une plateforme pour pouvoir faire ça. Et puis essayer de voir comment les assistants peuvent se sélectionner les uns les autres, comment ils peuvent coopérer, etc. Donc ça, on est plus sur du prospectif, mais qui, à mon avis, doit faire partie aussi de la stratégie. Et puis les deux autres enjeux, je pense, c'est être capable aussi d'avoir cette approche pluridisciplinaire, d'avoir cette approche globale, parce qu'au-delà des enjeux technologiques, il faut déjà qu'on réfléchisse aux questions d'ordre éthique. Tout simplement, quand on installe un chatbot, la question c'est quelle est la personnalité du chatbot, tout de suite. C'est quelles sont les formes d'interaction que je m'autorisais avec le client. Ensuite, dès qu'on commence à faire des prédictions et de la recommandation personnalisée pour le client en utilisant le machine learning et le big data, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas des biais dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas en train d'enfermer le client dans la même proposition? Donc, est-ce que je m'autorise de faire ça? Et puis après, si on va plus loin avec des agents empathiques qui sont capables d'explorer des solutions, de poser des hypothèses, quelles limites je me mets en termes d'hypothèses? Au-delà de la réglementation, qu'est-ce que je m'autorise à faire et à proposer au client, ou qu'est-ce que je ne m'autorise pas à proposer? Donc ça, c'est des vraies questions, je pense qu'il faut aborder de façon globale au sein de l'entreprise et être capable de commencer à poser un cadre éthique en complément de la réglementation, parce qu'on voit bien que la réglementation, elle va toujours être un peu derrière, même si ça apparaît très contraignant aujourd'hui GDPR, le potentiel de ce qu'on peut faire avec l'IA va être beaucoup plus large. Et puis après, je pense qu'un des autres enjeux, c'est aussi le partenariat. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça tout seul. Je pense que les partenaires sont multiples, que ce soit des startups ou des fournisseurs de solutions, voire même des pairs ou des académiques, des labs. Je pense que c'est inévitable et c'est aussi une opportunité parce que ça permet à la fois d'étendre largement notre périmètre de compétences et puis aussi d'envisager de mutualiser des investissements. Et après, comment on fait avec les collaborateurs pour essayer d'imaginer le monde de demain? Alors ça, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand on entend que l'IA va détruire 50% des emplois, même si certains vont être remplacés, c'est sûr que c'est difficile d'emmener les collaborateurs dans ces mondes-là et d'essayer de se projeter un peu plus loin. Donc ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est en fait une approche je donne en fait des conférences prospectives pour essayer d'imaginer finalement quel est le monde de demain et d'emmener les gens en fait en 2022. Alors là, je fais 2022, ça pourrait être 2023, 2024, peu importe. Mais l'idée, c'est les mettre dans la situation. C'est le fait d'arriver. Aujourd'hui, nos clients interagissent principalement avec nous au travers de leurs assistants personnels. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'interaction a changé? Et donc l'idée, c'est vraiment d'explorer, d'imaginer collectivement des futurs possibles. Et à partir de ça, ça permet déjà de passer le cap de la peur, parce que finalement, on est en train de se projeter, donc on est déjà dans une démarche assez positive, finalement. Et puis après, ça permet de se poser les questions sur finalement comment je m'y prépare, qu'est-ce que ça implique. Alors peut-être que ce qu'on propose, c'est peut-être un des futurs possibles, c'est peut-être pas celui-ci, mais déjà le fait d'amener les gens à se projeter et à essayer de réfléchir aux actions pour s'y préparer, ça ouvre le débat, ça permet de poser des questions de quel est le rôle du conseiller demain, ça permet de poser tout un tas de questions autour de l'éthique, de la protection des données, ça permet d'ouvrir le débat dans l'entreprise. Et c'est ça qui finalement permet de commencer à faire avancer les structures et permet ensuite de s'organiser pour réfléchir et proposer des solutions. Donc effectivement, alors avant qu'on termine, j'aimerais poser une dernière petite question, puisqu'effectivement, je crois que notre panel est assez intéressé pour se lancer
dans un projet d'IA et de NLU, donc on est à 73%, et qu'effectivement, le sujet de awareness et d'onboarding des collaborateurs fait tout à fait sens. Mais juste pour revenir un petit peu sur la NLU et sur l'approche linguistique et l'approche statistique, du côté de chez Golem, on a opté pour une approche linguistique. Du côté de chez Watson, je pense que vous faites une combinaison des deux. Corrigez-moi si je me trompe. Thomas, pourquoi, ou en tout cas, vous pouvez nous expliquer, peut-être nous donner votre avis, en quoi, selon vous, cette approche linguistique était plus prometteuse que l'approche statistique, ou devons-nous nous pencher peut-être plus sur une combinaison des deux approches? Je vais être un peu plus clair sur le détail de notre approche. Si on regarde un peu l'état de l'art, pour le dire plus simplement, ce qui se fait en ce moment, on a deux grandes directions. Une première qui est la direction statistique, qui a beaucoup d'avantages, notamment le fait d'être facilement multilingue et multisectoriel, puisque finalement l'entraînement c'est le cœur du sujet, peu importe ce avec quoi on entraîne. Le défaut étant bien sûr qu'il y a besoin d'un entraînement qui est massif, ce qui est un peu la contrepartie. Et il y a le côté un peu black box qui est toujours problématique, donc le côté boîte noire. Et enfin, le dernier point, c'est la question de la fiabilité, puisque la fiabilité va dépendre potentiellement de l'entraînement qui est sectoriel. L'autre grande possibilité qui existe aujourd'hui, c'est l'analyse grammaticale. L'analyse grammaticale, c'est une approche dans laquelle la langue humaine est déjà connue, enfin en tout cas certaines langues. La problématique, c'est qu'il va falloir réengager des ressources linguistiques pour chaque langue, qui ne sont pas toujours disponibles, et c'est une technologie qui n'est pas accessible en dehors des experts très précisément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir la technologie aux développeurs, ou en tout cas c'est très rare. Chez Golem.ai, on a opté pour une troisième option, qui va reprendre un peu le meilleur des deux, qui est de dire, puisque finalement on peut imaginer que tous ces réseaux de neurones qui apprennent les langues, ils apprennent un peu toujours la même chose pour une langue donnée, on va essayer de voir si on peut extraire une essence commune aux langues, ce qu'on appelle des universaux linguistiques, et de l'inclure en fait de base dans l'algorithme. Donc en fait on a une IA qui de base connaît le langage humain, auquel on va simplement injecter les particularités métiers. Donc là on va avoir une particularité, premièrement, c'est qu'on va avoir une fiabilité importante puisque le langage est déjà là. On va avoir une rapidité de configuration puisque ce qui manque est assez faible. On va avoir du multilingue puisqu'on est dans de l'universel. On n'a pas de black box du tout. On est dans ce qu'on appelle de l'algorithmie dite symbolique, c'est-à-dire en fait tout simplement on sait ce qui se passe de A à Z, des algorithmes auditables. Et également, puisque c'est une technologie qui nous appartient intégralement, on ne dépend pas de technologie externe. On pourrait par exemple s'appuyer sur TensorFlow de Google, ce qui n'est pas notre cas. On a une technologie qui nous appartient intégralement. Donc on a une promesse dans son ensemble qui est très rassurante pour les clients. Les optiques aujourd'hui de faire pour ainsi dire, du syncrétisme d'IA, c'est une optique qui a plein d'avantages, qui a aussi des inconvénients. Il ne faut pas oublier que quand ça dépend de la manière dont on le fait. Chez Golem.ai, l'idée c'est que ce qu'on fournit au client est clair. Donc après on peut l'alimenter avec des approches statistiques, on peut s'en servir pour alimenter des éléments statistiques, ce qui se passe souvent. Je vous donne un exemple concret de ce qu'on fait en éléments statistiques complémentaires. Quand on s'attaque par exemple à une entreprise qui a beaucoup de mails, et ils ne savent pas forcément comment l'automatiser, puisque jusque-là, ils avaient quelque chose de très organique. Bien, tout simplement, on prend toute cette grosse masse de mails, et avant même d'en faire quoi que ce soit, on fait une analyse qu'on appelle du clustering, en gros. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans en faisant des regroupements. On va dire, tiens, par exemple, il y a 20% des mails qui sont tout simplement reliés à un déclenchement d'une nouvelle offre. 7% sont reliés à une plainte sans objet. 8% c'est remplacement d'une box. Des choses comme ça. Et à partir de là, en fait, on va être dans un premier cran d'analyse des besoins. Et en fait, dans un second temps, on va intégrer dans la plateforme Golem.ai, là, on va passer sur une approche plus déterministe. C'est-à-dire qu'on va intégrer la vision qu'on aura choisie, par exemple d'intégrer les 90% les plus intéressants, et là, on va les intégrer de manière extrêmement claire. On va dire, voilà le premier élément qu'on va reconnaître, parce qu'on parle parfois d'intention, les deuxièmes intentions, la troisième intention, ainsi de suite. Voilà. Donc on est à la fois en possibilité, c'est-à-dire que la question de la mosaïque des technologies qu'on met en place est indépendante de la question des mix technologiques. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui dans l'IA, c'est un truc qu'on oublie beaucoup, de mettre en relation différentes IA entre elles pour augmenter leur intelligence, et ça peut se faire de différentes manières. Ça peut se faire de manière plus ou moins imbriquée. Le but à la fin, c'est pas forcément de suivre une mode plutôt qu'une autre, c'est d'avoir ce qui est mieux pour le client, quelle que soit la technique. Donc on est très axé sur le désir client plutôt que simplement sur le comment. Donc finalement, si on opte pour une solution Golem.ai, si je résume en quelques mots, on opte pour une approche linguistique, on évite ce phénomène de black box, on a une implémentation qui est rapide avec des résultats qui sont assez probants. Jean-Philippe, sur cette question.
Non, sur cette question de l'approche linguistique, moi, je suis statistique, encore en quelques vieille. mots, juste avant qu'on termine, quelle est votre opinion? Je vais être très sincère avec toi, je pense, arrêtez d'en parler, faites-le, quoi. Parce qu'en fait, il faut le faire. Que ce soit linguistique, statistique, ce que vous voulez, faites-le. Et ça répondra d'ailleurs à tes remarques sur la notion de fantasme autour de l'IA et donc du pushback potentiel en termes de conduite du changement. Ça permet aussi de voir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Et de toute façon, aujourd'hui, on est, et tu l'as bien dit, encore dans une phase, la maturité s'est accrue très très vite, mais on va rester encore très longtemps dans une phase où on va devoir expérimenter un tas de choses, croyez-moi. En disant ce que j'ai appris, ça fait 10 ans que je fais de l'IA, ce que j'ai appris, c'est beaucoup d'humilité. Ce que je croyais pas possible il y a 10 ans a été rendu possible, et ce que je croyais possible ne l'est toujours pas. Donc, on avance, on trace, on déploie. Voilà, il faut être très agile dans tout ce que nous faisons, et c'est ça qui est important. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier à tous pour cette intervention. Je pense qu'on a été convaincants. 73% de l'auditoire est prêt à se lancer dans un projet d'intelligence artificielle. Faites-le. Alors, je vais peut-être laisser la main à certaines personnes qui ont des questions relatives à ce sujet ou qui voudraient approfondir certaines questions autour de la NLU ou de l'IA. À vous écouter, l'IA va devenir au cœur de nos entreprises. Finalement, ça va devenir notre asset. Donc, quel intérêt on a à mettre notre asset dans les mains d'autres, qui peuvent être IBM, qui peuvent être Golem? D'abord, je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, l'IA va être centrale, mais pas que l'IA. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une convergence de techno. Là, on a beaucoup insisté sur le NLU et l'IA. On n'a pas le temps, mais en fait, le vrai sujet aujourd'hui qui est en train d'arriver, pourquoi est-ce que beaucoup de gens parlent de la 4e révolution industrielle? C'est une convergence de techno avec l'IA associée à la data, associée à l'IoT, associée au blockchain, et tout ça combiné fait en fait des ingrédients d'un cocktail détonnant. Parce que, comme toute révolution, ce n'est jamais un inducteur qui l'induit, c'est une combinatoire dans une unité de temps et de lieu qui provoque les conditions nécessaires à l'explosion. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc déjà, mais je vais répondre à votre question sur l'IA, mais il faut voir les choses de manière beaucoup plus holistique, et tout ça saupoudré d'une logique de cloud, qui est en train de révolutionner la déployabilité, la scalabilité de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est un point numéro 1. Le deuxième point, c'est qu'entre nous, toutes les révolutions industrielles ont été associées à des technos, et Dieu merci, vous vous êtes appuyés sur des partenaires pour les faire. Donc la question que vous posez est tout à fait légitime, mais de mon point de vue, et j'accepte le challenge et le débat, parce que c'est de mon point de vue personnel, je me suis fait la réflexion également, c'est finalement aujourd'hui, depuis tout le temps, votre métier c'est de faire, j'espère, de la banque et de servir des clients. Le métier d'acteur technologique, c'est de faire des technos et de les mettre au service d'acteurs qui les bâtissent, les construisent, c'est comme une pâte à modeler, c'est très malléable en fait l'IA. Donc en fait, ce qui est important, ce qui va se passer, c'est que votre IA, quel que soit le fournisseur, quel que soit le partenaire, que ce soit de l'open source, que ce soit IBM, que ce soit Golem, excuse-moi, je ne sais pas si on va répéter, tu vois, avec golem.ai. Bon, donc ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que l'IA repose sur 2 jambes. Et souvent en France, on n'insiste que sur une seule de jambes, c'est la data. Mais en fait, on oublie toujours la deuxième, c'est l'apprentissage. Qui fait l'apprentissage? C'est vous. Donc, ce qu'il faut penser, si demain je démissionne d'IBM et je pars dans une banque ou un assureur, mon souci sera de me dire comment est-ce que je m'assure que l'apprentissage que je fais sur une IA, quelle qu'elle soit, et je dis bien quelle qu'elle soit, reste bien un facteur de différenciation de ma banque ou de mon assureur. Et la réponse que nous faisons dans le cas d'IBM, et là je parle que d'IBM, je n'engage qu'IBM dans mes propos que je vais tenir maintenant, c'est qu'y compris au niveau contractuel, ce que nous faisons chez un client, Crédit Mutuel, Generali, Massif, Orange Bank et un tas d'autres, restent, entre guillemets, leur propriété, et ce que nous faisons chez eux ne bénéficie pas aux algorithmes de notre plateforme. C'est un choix qui est important, que nous assumons, qui n'est pas le choix de tous les acteurs. Et donc, quelque part, ce faisant, l'IA qu'on déploie dans ces différents établissements et un certain nombre d'autres, c'est leur IA. C'est comme, en fait, c'est une matière qui est très malléable, l'IA. Je ne sais pas si je réponds clairement, mais c'est un sujet qui est très important. Voilà ma perspective sur le sujet. Une autre question? Non, je vous laisse autre chose. Voici, on ennui. Bon. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés sur cette thématique. Merci à vous, Thomas, Jean-Philippe et Christelle, d'avoir participé à cette table ronde sur l'intelligence artificielle. Et je vous convie toutes et tous à la remise du trophée FinTech qui va avoir lieu dans quelques minutes. Merci à tous, très bonne journée.